les rumeurs qui circulent, les rumeurs d'empoisonnement. Mais en termes de rumeurs, il y a quand même aussi quelque chose qui porte parce que... Sans vous interrompre, j'aimerais signaler à la partie technique qu'on a perdu le direct. Hein. Donc, on enregistre, mais j'aimerais juste signaler cela au niveau de la partie technique. Je vous en prie. Merci. Donc, en même temps aussi, il faut comprendre que le général Gaston Wasséna Koné, membre du PDCI-RDA, lui-même a été, selon les informations que nous avons reçues, même de proches de sa famille, victime d'empoisonnement. Il a eu la vie saine et sauve. Dieu merci, il est en convalescence. Nous lui souhaitons en tout cas prompt rétablissement. Alors, quand vous écoutez toutes ces choses, il y a bien raison de se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'il en est et pourquoi est-ce que tous ces cadres et surtout ces opposants meurent subitement d'arrêt cardiaque. Ce n'est pas tout. Il y a même le général Kassaraté qui lui aussi est mort d'arrêt cardiaque. Donc les cas se multiplient et donc la population ivoirienne, les hommes politiques, l'opinion publique a bien raison de se poser la question de savoir qu'en est-il et s'il y a des rumeurs d'empoisonnement, il est bien de continuer. Et là, ça pose encore une fois, je termine là-dessus, la question de l'intervention des forces politiques. En ce moment-là, ça veut dire qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, demander des autopsies sur les corps de ces personnes décédées pour en avoir le cœur net. C'est vrai que ça peut mener à d'autres complications, il faut demander peut-être les permissions de la famille, mais ça devient une question récurrente et il est normal que des citoyens normaux, des citoyens normaux puissent eux aussi ou elles aussi s'interroger sur l'origine de ces décès, pourquoi ces décès, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air, est-ce qu'il y a quelque chose dans la politique qui crée ça, est-ce qu'il y a une maladie qui est en train de se répandre de plus en plus. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est effarant le nombre de personnes qui souffrent d'AVC ou bien qui tombent d'AVC. Voilà quelques pistes médicales peut-être qu'il faut explorer et qui nous font penser aussi aux conditions de vie que les Ivoiriens peuvent avoir en général. Donc, M. Emmanuel Katina, moi, voilà les premières impressions que j'ai sur ces décès. Nous nous inclinons donc sur la mémoire de ces personnes. Nous saluons leur famille, mais en même temps aussi, nous sommes d'accord qu'il est bon de se poser la question de savoir pourquoi d'aussi fréquents cas d'arrêt cardiaque parmi les hommes politiques. Bien sûr. Merci, Dr. Odi. Alors, je ne sais pas si M. Tchétché est toujours avec nous. M. Tchétché du RAGP Unifié. M. Tchétché? Je crois que votre micro est... Vous avez mis votre micro en mute, mais bon. En tout cas, si vous êtes avec nous à tout moment, vous pouvez nous rejoindre et puis nous faire signe. Je ne vous pas connecter, mais votre micro est mis en mute par vous-même. Alors, M. Vabé, du PDCI-RDA, votre mot par rapport à ces décès et par rapport à cette rumeur. Écoutez, moi, je me pose la question aussi, c'est-à-dire, lorsque de nombreuses personnalités comme Bossio, je veux parler bien sûr parce que toutes les personnes qui sont décédées dans des conditions, il faut rappeler bien sûr très vite, par arrêt cardiaque, on se pose réellement des questions, mais on met ça sur le coup, franchement, des rumeurs. Bon, est-ce que les parents ont fait une autopsie ou pas? On ne sait pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une autopsie qui a déterminé que c'est les mêmes causes. On a vu ce qui s'est passé, je crois bien, en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple très simple où il y avait la disparition, par exemple, des enfants. Il y avait l'écho, en fin de compte, qui sortait des frontières. Il disait clairement que cette disparition des enfants portait bien sûr à une cause, à un fétichisme ou bien à un truc comme ça, et que du coup, c'était arrêté. Ce que je voulais dire, c'est simple, c'est que Gossio, je ne le connais pas personnellement, c'est quand même une personnalité qui a géré, bien sûr, les ports de Côte d'Ivoire. C'est aussi dire, en fin de compte, qu'il rapportait 10 milliards par jour, parce qu'il faut rappeler, bien sûr, que le port d'Abidjan, quand même, rapporte de l'argent. C'est quand même un secteur, franchement, vital. Il y a quand même les ports, il y a la raffinerie, il y a aussi, je crois bien, les denrées de première nécessité. Je vais parler, bien sûr, du café et cacao, qui rapporte, bien sûr, sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a quand même géré les ports de Côte d'Ivoire. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, quand j'écoute M. Diaby de Cogé faire l'éloge, franchement, de ce dernier, si comme ce dernier était allé rendre visite à Babo Laurent, c'est quand même étonnant.
Vous voyez, c'est pourquoi on dit l'histoire a vraiment été tue. Voilà quelqu'un qui a travaillé sur le couvert du président Gbagbo Leroy, qui a donné de sa personne, même si nous savons parfaitement que le règne de la refondation n'était pas trop parfait, mais il s'est arrangé pour qu'au moins la Côte d'Ivoire, dans les moments franchement difficiles, ait par exemple de quoi pouvoir payer ses salariés. Et lorsqu'il se retrouve dans les difficultés, le président Gbagbo Leroy lui-même en personne, l'AE, refuse, je crois bien, de pouvoir le rencontrer et discuter avec lui. Demain, je touche du bois, je n'ose pas même pas parler, penser à ça, qu'une mort encore intervient dans le groupe des pro-AFI. Vous voyez? Et on nous fait comprendre que Gossio était aimé du président Gbagbo Leroy. Moi, mon souhait, moi je le dis sincèrement, on ne pleure pas. Je pleure Gossio parce que c'est une personnalité, mais en même temps, je souhaiterais quand même qu'on essaie franchement d'établir certaines vérités pour faire comprendre, bien sûr, à l'opinion nationale et internationale qui nous écoute que Gossio a travaillé pour la Côte d'Ivoire dans un régime, à ma foi, de refondation et à ma foi, de refondation d'une sorte de confusion. Et en même temps, ce dernier s'est retrouvé dans une position où, est-ce que vous m'entendez? Ce dernier s'est retrouvé dans une position où lui-même, il ne savait même pas pour qui il avait travaillé avant. C'est vrai que je m'incline si ça est plus mortel. Je présente aussi mes condoléances et à tous ceux, franchement, qui sont tombés dans des conditions inexplicables. Et j'ose croire que c'est des rumeurs. Et j'essaye, en fin de compte, de lancer aussi un appel pour donner cette envie aux parents d'aller faire une autopsie pour qu'au moins on puisse déterminer clairement leur mort. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas de quoi ils sont morts. Et on est là, on spécule sur on spécule par exemple sur le fait qu'ils sont morts de crise cardiaque. Bon, c'est vrai qu'ils sont morts de crise cardiaque, mais ils sont morts comment? Est-ce que c'est par empoisonnement ou pas? Donc, je souhaiterais quand même arrêter là parce que c'est quand même quelqu'un qui est mort. Et je souhaiterais aussi en même temps que cette mort-là ne continue pas dans les conditions que vous-même vous le savez. Voilà. OK. Je crois qu'on nous fait signe qu'il y a des petits problèmes techniques aussi au niveau, enfin des problèmes au niveau du son. J'espère que ça va s'améliorer. OK, je crois que c'est mieux. Alors, j'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à M. Steven Ekra de l'AIRD depuis la France. Bonsoir à Étienne Kouassi, Patrice Tano, Fofana Souleymane, Alain Touré, Yao Anderson, Yann, fille du Saint-Père. Alors, je pense que M. Tétienne n'est toujours pas avec nous, donc je vais peut-être revenir avec Yann, fille du Saint-Père. Alors, je pense que M. Tétienne n'est toujours pas avec nous. Donc, okay, on a un retour au niveau de la partie technique. J'ai un retour de mon son. Alors, monsieur Diaby, le deuxième sujet sur lequel nous aimerions discuter aujourd'hui, c'est le concept d'Ivoirien d'abord. Alors, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de débats houleux sur cette question. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau du COGEP, vous estimez que c'est un débat qui vaut la peine d'être mené? Et qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position à ce niveau-là? Je ne sais pas si à votre niveau, les bruits pourront être évités. On vous entend difficilement. Oui, OK, nous vous entendons maintenant. Oui, allez-y. Donc, je disais que le concept d'Ivoirien, d'abord, est un concept qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de débats houleux sur cette question-là. Bon, on entend tout ce qui se dit autour de vous. Est-ce que vous estimez que ce débat-là, c'est un débat qui vaut la peine d'être mené? Et quelle est votre position sur cette histoire, sur ce concept d'Ivoirien d'abord? Bon, voyez-vous, moi je pense que American First, quand les Américains le disent, est-ce que ça pose un problème? Ça ne pose pas un problème. Et quand les Français disent, quand Sarkozy dit les Gaulois, la France aux Gaulois, ça ne pose pas aussi un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Voilà. Donc, et quand on regarde les élections aujourd'hui qui sont remportées par les nationalistes, au niveau de l'Autriche, les jeunes de 35 ans, dans d'autres pays, ça ne pose pas de problème. Moi, je pense que c'est les extrémités qui sont les problèmes. Voilà, c'est les extrémités. Sinon, aimer son
ivoirien, dire que je suis américain, dire que je suis burkinabé ou malien, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas que ceux qui s'inscrivent, qui disent que ivoirien d'abord, ce n'est pas d'exclusion des autres, mais tout simplement, ils sont ivoiriens, donc il faut le dire qu'ils sont ivoiriens. Donc, moi, c'est comme ça que je vois, il faut que les Ivoiriens puissent exprimer, qu'on dise qu'on est ivoirien. Je suis en France ici, mais malgré la nationalité française, on te dit ivoirien, français, de souche ivoirienne. Donc, ça veut dire que donc, ça ne pose pas de problème, moi, à mon niveau. C'est d'éviter les extrémités, c'est tout. Voilà, il faut l'encadrer pour ne pas que certains s'en servent pour créer des problèmes de société. C'est tout ce qui moi, je peux dire à ce niveau. Voilà. Ok, alors j'aimerais vraiment m'excuser auprès de nos amis qui nous suivent depuis Facebook. Il y a quelques interruptions, quelques problèmes techniques, mais bon, je pense que nous remercions au commandant Jacques qui fait de son mieux pour que tout se passe bien. Alors, merci, monsieur Diaby. Alors, monsieur Fabé, vous qui êtes du PDCI-RDA, est-ce que cette histoire d'Ivoirien, d'abord, ce n'est pas, comme certains le disent, ce n'est pas un piège qui est tendu par le régime en place, le RDR et le RAGP, justement pour divertir un peu, enfin, pour, je veux dire, changer le focus en ce moment et changer le cours des débats, je veux dire. Écoutez, moi, je vais être simple avec vous. Vous voyez, je me rappelle très bien quand j'étais encore étudiant, le président Bédié avait fait sortir un livre qui était Le chemin de ma vie, où il expliquait en long et en large le but, le fonctionnement, la devise, je crois bien, de sa politique. On a vu que c'est vrai qu'à cette époque, il y avait un journaliste qui s'appelait Joseph Loué, journaliste qui n'était pas un homme de communication, qui n'a pas pu expliquer à l'opinion nationale et internationale le contenu de ce livre. On a vu que les gens, bon, je ne veux pas parler des gens, je veux parler par exemple de l'opposition, avaient pris bien sûr ce concept-là, fait mousser, excusez-moi du terme, cette façon de l'ivoirité et a montré bien sûr que le livre en fin de compte du président Bédié était contre les Ivoiriens. Le fait d'être nationaliste veut dire simplement qu'on aime sa nation. Le fait d'abord dans un premier temps d'être patriote signifie qu'on aime aussi sa patrie, on la défend. Mais on ne peut pas dans un premier temps être opposant, utiliser par exemple l'esprit non pas positif de quelqu'un et rendre ça en un esprit purement machiavélique en quelque sorte. Le président Gbagbo Laurent l'a fait. On a vu ce qui s'est donné aujourd'hui. Bon, on revient encore on a vu ce qui s'est donné. On revient encore. On nous parle d'ivoirité. Le fait, franchement, d'être ivoirien dans son propre pays, défend ses intérêts nationaux, défend les intérêts, franchement, des Ivoiriens et mettre en priorité, par exemple, l'ivoirien, je pense que c'est quand même quelque chose dans tous les pays. Et ça, Diaby l'a dit auparavant, c'est quand même quelque chose de formidable. Vous allez en Libye, c'est le Libyen d'abord dans un premier temps. On a vu ce qui s'est donné en Libye. Même la Libye, vous ne pouvez même pas construire, vous faites même une entreprise même en Libye parce que vous n'êtes même pas libyen. Vous voyez un peu ce que je veux dire, qu'un Africain ne peut pas. Il n'y a personne en fin de compte qui va nous dire clairement qu'un Africain a réussi en Libye. Non. On favorise par exemple d'abord les Libyens, les Libanais et avant d'abord la couleur. Vous voyez un peu. Donc, si ce concept-là revient, moi je pense que d'abord dans un premier temps, il faut qu'on essaye de mettre la balle à terre, voir dans quelles conditions nous pouvons utiliser ça à notre avantage et favoriser par exemple l'Ivoirien d'abord avant de favoriser par exemple l'étranger. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et c'est pourquoi je dis que franchement ce livre était bienvenu. Mais malheureusement, on n'a pas su l'expliquer. Et je souhaite franchement que ce livre encore soit dehors. Maintenant, c'est vrai, on a vu ce qu'il s'est donné. On a vu, il y avait à cette époque, il y avait quelqu'un franchement qui était ressortissant d'un autre pays, qui était venu en Côte d'Ivoire simplement parce que le PDC l'a fait rentrer dans la bergerie. Je veux parler bien sûr du président Alassane Ouattara, qui a lui-même qui a dit clairement qu'au sein, bien sûr, au cours d'un débat, il a fait comprendre, bien sûr, à tout le monde qu'il a travaillé, bien sûr, pour un autre pays qui est la Haute-Volta. Il était fier de le dire. Et ça, je vous l'ai dit, sincèrement, il y a encore des vidéos. On a vu encore que par rapport, bien sûr, au concept franchement de l'ivoirité, on a vu le désordre que ça fait simplement parce qu'il y a un parti, en fin de compte, qui a utilisé ça contre un autre pour, en fin de compte, faire de ça quelque chose de négatif, c'est-à-dire faire jouer l'électorat, jouer avec ça. On a vu ce que ça a donné. Et on a vu comment est-ce que la plupart des Ivoiriens se sont sortis écartés. La preuve en est, jusqu'à preuve de contrat aujourd'hui,
vous avez dit d'entrée qu'il y avait un élément de radio PDCI qui s'est fait arrêter simplement parce qu'il a dit que le président Alassane Ouattara était un étranger. Vous voyez un peu, quand c'est mal compris, mal informé, mal étudié, ça rentre dans un concept où on a du mal à expliquer. C'est pourquoi moi je vous dis, je suis pour l'ivoirité. Et je souhaite sincèrement que l'Ivoirien se sente concerné et que l'Ivoirien aille dans le même chemin et dans la même vision pour favoriser d'abord l'Ivoirien et après on voit le reste. Je m'arrête là et je donnerai des points de vue après. Alors, docteur Eddy, vous qui enseignez les sciences sociales et humaines aux Américains et qui abordait ce genre de sujet-là, les relations entre les peuples, les relations entre les individus dans la société. Quelle est votre approche de ce concept-là? Est-ce que ça vaut la peine d'être... est-ce que ce concept vaut la peine d'être débattu en ce moment? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'Ivoirien, d'abord, ça n'a pas de sens, d'autant plus que les Ivoiriens sont déjà, ont déjà la priorité dans leur pays? Merci Emmanuel. Merci d'élargir donc mon intervention à un cadre qui serait hors partisan pour regarder peut-être 1, 2, 3 angles d'analyse. Le premier angle d'analyse que je voudrais apporter ici par rapport donc aux théories et aux cours que nous donnons, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Très souvent, nous parlons de mondialisation et vous savez que lorsque ça arrange les gens, surtout dans les institutions internationales, on va vous dire que la mondialisation est un courant que personne ne peut contrôler, etc., etc. On l'utilise à sa guise. Mais quand vous allez en profondeur, vous vous rendrez compte que même à partir de 1999, ici même aux États-Unis, à Seattle, dans l'État de Washington, on a vu ce que la mondialisation a produit comme réaction au sein de ce qu'on appelle la société civile. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a la combinaison de deux choses. Il y a la combinaison de l'intégration et de la désintégration. Il y a la combinaison de l'assemblage et du désassemblage. Et puis, il y a la combinaison de ce que, tout ça c'est les mêmes mots, hein, de ce que certains appellent aller vers un monde hétérogène, mais en même temps que nous allons vers un monde aller vers un monde homogène, en même temps que nous allons vers un monde hétérogène. Tout cela est créé par quoi? Vous avez dans votre question formulée où vous parlé de repli identitaire. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé du retour des partis de la droite dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut observer cela. Il faut regarder depuis 2000, au moins depuis l'an 2000, depuis la chute du mur de Berlin, le retour en force des partis de droite dans certains pays de la Scandinavie et même dans certains autres États qui sont des États reconnus comme des pays de forte à grande démocratie, hein, comme on a cité en exemple, etc., etc. Tout cela, c'est pourquoi? C'est simplement parce que il y a visiblement la crainte dans certains États, dans certaines régions du monde, de ce que certains groupes, j'allais dire ethniques, de certaines identités qui se retrouvent être plafonnées par d'autres identités simplement à cause de la question de la mondialisation, du cosmopolitanisme. Or, ce qui identifie les gens en premier, c'est leur ethnie. Ce qui identifie les gens en premier, c'est la langue qu'ils parlent. C'est les cultures que les gens ont. Et lorsque les gens sentent que ces cultures-là, et cultures ici prises vraiment au sens très large, sont en train de disparaître, il y a la réaction. Et ce sont ces réactions-là, quelquefois, qui amènent les gens à dire, bon, ben écoutez, les Ivoiriens sont devenus xénophobes, ou bien, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau d'analyse que je voulais emmener. La politique néolibérale qui est pratiquée aujourd'hui dans le monde n'affecte pas simplement les pays africains comme la Côte d'Ivoire. Ici, aux États-Unis, vous avez un certain réveil du nationalisme ou alors un certain réveil assez gauche et assez un peu dangereux de tout ce que vous pouvez voir comme étant la réaffirmation de la suprématie raciale des Blancs. Tout cela est causé par quoi? Moi, dans un document que j'ai écrit, j'ai dit que l'Amérique est rattrapée par ses propres contradictions. Ça veut dire quoi? Quand on a favorisé le tachérisme ou bien le riganisme à outrance et qu'on a permis aux compagnies à l'intérieur ici de pouvoir s'établir à l'extérieur dans d'autres pays parce que la main-d'œuvre est bon marché, on finit par tuer le marché de l'emploi ici. On finit en même temps aussi par permettre on se dit supérieure, donc on a une grande immigration.
et en même temps, on tombe dans la contradiction pour dire, bon, mais écoutez, nous sommes envahis par ces vagues d'immigrants, ou bien qu'ils nous prennent nos emplois, et tout cela, ça amène les gens à se replier sur des questions d'identité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le deuxième angle d'analyse, c'est de regarder ce qui se passe particulièrement en Côte d'Ivoire. Et à cela, je voulais revenir sur ce que Vabé, si je me permets, dans ce cadre ici de camaraderie de le tutoyer, sur ce que Vabé a dit tout à l'heure, c'est les politiques qui ont été pratiquées en Côte d'Ivoire. Vous avez, à partir de la des années 90, on a dit, bon, ben, écoutez, les Ivoiriens sont devenus xénophobes, il y a l'ivoirité qui est arrivée, et à cause de cela, on entend M. Alassane Dramane Ouattara et bien d'autres personnes dire on ne peut plus circuler en boubou, tout cela, ça fait partie de cela, et etc., etc. Donc, on a pris des armes. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis 2000? Les Ivoiriens, dans leur entièreté, les Ivoiriens, quelle que soit l'ethnie à laquelle ils appartiennent, ou bien les Ivoiriennes à laquelle elles appartiennent ethnie, se rendent compte que le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agit de mettre sur la place publique un appel d'offres pour des marchés, la priorité n'est pas donnée aux nationaux. La priorité n'est pas donnée aux entreprises nationales. La priorité n'est pas donnée aux investisseurs nationaux. Sa priorité est plutôt donnée aux entreprises, aux multinationales, etc., etc. Mais donnez-moi le nom d'un pays qui se développe à partir des investissements directs étrangers seulement, ou bien à partir des investissements ou alors des dons et de l'assistance internationale. Si ça devrait être le cas, Emmanuel, je pense que depuis plus de 50 ans, les pays africains devaient être développés parce que depuis au moins 1981, quand on a commencé les programmes d'ajustement structurel, vous vous rendez bien compte que l'Afrique a englobé des milliards et des milliards de la communauté internationale au titre des dons, au titre de l'aide internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Au contraire, nous sommes partis de pays pauvres, de pays en voie de développement, pour nous retrouver en ce qu'eux-mêmes ils ont appelé des pays pauvres très endettés. Donc on va décrescendo. Mais tout cela, ça a un impact sur comment les gens réagissent. Donc, en Côte d'Ivoire, quand vous avez un régime qui arrive au pouvoir, de la façon dont nous connaissons à partir de 2011, et qui pratique la politique du rattrapage, or, dans cette politique de rattrapage, on se rend compte que la part belle est faite à ce qu'on appelle les étrangers, mais pourquoi vous croyez que ça ne peut pas créer un repli identitaire? C'est une réaction normale. Maintenant, il faut qu'analyser. Et là où je suis d'accord avec Andrien, c'est comment au niveau de la classe politique, ces éléments-là sont récupérés pour ou bien former une certaine osmose. Voilà donc après ces deux analyses, la position que moi je voulais donner. Est-ce qu'il est vrai que les Ivoiriens sont xénophobes? Question. Est-ce qu'il est vrai que les Ivoiriens sont les seuls à observer ou bien à pratiquer un repli identitaire? Question. Est-ce que ce que nous avons permis en Côte d'Ivoire, Andrien et moi avons dit, Emmanuel, je peux me réclamer d'être plus âgé que toi, mais le lycée scientifique de Yamoussoukro que tu as fait, ou alors qu'on appelle ça, les universités techniques qui sont situées à Yamoussoukro. Avant 1991 ou 92, ces universités n'étaient pas fermées aux enfants des étrangers. Les bourses qu'on se distribuait en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le secondaire, que ce soit dans le supérieur, et même les orientations à l'université n'étaient pas fermées. Vous savez à partir de quelle année on a commencé à pratiquer l'orientation des enfants ivoiriens d'abord, avant l'orientation des enfants des non-ivoiriens, c'est à partir de 1992, lorsque Alassane Dramane Ouattara est devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et nous avons des amis avec lesquels nous avons fait le lycée qui ont dû aller fréquenter au Burkina en attendant d'être sur une liste d'attente. Ces faits-là viennent de ceux qui aujourd'hui disent qu'il y a la xénophobie en Côte d'Ivoire. Non. Quand la population grandit, je termine, quand la population grandit, et lorsque vous avez des infrastructures qui ne sont pas suffisantes et que les hommes politiques les récupèrent pour mettre en place un certain nombre de politiques, il faut aussi faire attention à cela. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que les Ivoiriens sont xénophobes. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Ivoiriens n'ont pas le droit de chez eux réclamer un certain nombre de choses qu'on donne aux autres sans eux. Combien de personnes dans les pays limitrophes, par exemple, ou bien d'Ivoiriens, ont-ils siégé dans des gouvernements des pays limitrophes? Mais la chance que nous avons en Côte d'Ivoire n'est pas la chance que le Bénin, le Togo, le Burkina, etc. peuvent avoir. Pourquoi? Parce que du fait de la richesse de notre économie, ou bien de la puissance de notre économie, vous savez que même depuis le temps de la colonisation, la Côte d'Ivoire a attiré une main-d'œuvre. C'est à cause des capacités que nous avons.
C'est peut-être Dieu qui nous les a donnés. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous utilisons le déterminisme humain qu'on combine avec le déterminisme de l'environnement pour créer une politique qui favorise tout le monde? Je termine en disant ceci. Je ne crois pas que les Ivoiriens sont xénophobes. Donc, c'est pour moi, cette question-là, elle est vraiment... elle ne pose pas trop de sujets. Mais je dis simplement ceci, que il nous faut regarder quelque chose. Est-ce que quand on dit Ivoirien d'abord, ça veut dire qu'il faut violer les droits des hommes et des femmes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne? La question et la réponse à cette question est non. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'est pas ivoirien? Un enfant n'est pas ivoirien qui n'a pas le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire? La réponse à cette question est non. Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'est pas ivoirien ou bien une femme n'est pas ivoirienne qu'elle n'a pas le droit d'avoir une place au marché si elle est régulièrement en Côte d'Ivoire? La réponse à cette question est non. Le respect des droits de l'homme n'a rien à voir avec l'identité des gens. C'est à ce niveau-là que nous devons poser la question. C'est à ce niveau-là que nous devons intervenir. Et c'est à ce niveau-là que le débat doit se poser. Si quelqu'un a été brimé parce qu'il n'est pas ivoirien, on a mal fait. Mais si quelqu'un ne peut pas rentrer dans l'administration américaine et ivoirienne parce que cette personne-là ne détient pas la nationalité ivoirienne et qu'on nous traite de xénophobes, il y a problème, je pense. Si un enfant qui n'est pas ivoirien de par son père ou par sa mère, quel que soit ce que c'est, ne peut pas fréquenter une école ivoirienne alors que l'éducation, c'est les droits de l'homme, en ce moment-là, il y a problème chez nous. Si quelqu'un qui dit, pour prendre le cas de Fabrice Sagognon, dit qu'il est candidat à une élection présidentielle et que les gens lui disent, toi, tu es béninois, mais il est candidat, et qu'il vient dire, je suis candidat, je suis, oui, certes, béninois d'origine, comme j'ai vu dans une vidéo, mais je suis devenu ivoirien, oui, c'est son droit. Mais est-ce que ça lui donne le droit de prendre des urnes et d'aller les faire dépouiller chez sa maman là-bas? Non. Donc, mettons le débat à un autre niveau. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Je ne le dis pas parce que je suis ivoirien, mais il n'y a aucune preuve dans nos mains qui prouve ce que la Côte d'Ivoire a fait depuis Koubougni. Jusqu'à ce que, là où je me démarque un peu d'Adrien sur cette question, c'est l'idée de la manipulation qu'on attribue aux uns ou aux autres. La classe politique ivoirienne, depuis 1990, a mal négocié la question d'Alassane Dramane Ouattara. Point. C'est tout. C'est qu'il faut voir. Sinon, en dehors de ça, qu'on dise qu'un tel parti a utilisé le concept ici là, pour monter les autres, etc., on va continuer de se lancer la pierre là-dessus. Et le RDR lui-même qui arrive au pouvoir ne fait pas mieux. Donc, la classe politique doit être celle à laquelle nous devons trouver pour créer ce concept d'ivoirien peut-être nouveau pour pouvoir avancer. La Côte d'Ivoire est une terre qui a accueilli beaucoup, qui est ouverte. La Côte d'Ivoire est un espace où nous continuons ce brassage et c'est ce qui a fait que peut-être nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il nous faut à partir de maintenant là, réinventer une certaine autre politique sociale de sorte à ce que l'osmose, l'ambiance qui est régnée entre les différentes couches sociales en Côte d'Ivoire et les différents groupes ethniques, cette homogénéité sociologique là, nous puissions la retrouver. C'est ce que nous avons perdu. Mais ne débattons pas en tant qu'Ivoiriens sur le fait que nous avons perdu le sens de l'accueil et que nous sommes devenus xénophobes. Les Ivoiriens n'ont jamais été xénophobes. On a voulu prendre aux Ivoiriens ce qui leur est dû. Et les Ivoiriens ont dégagé. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient pauvres. Emmanuel, je termine là-dessus. En 1964, la Côte d'Ivoire prend son indépendance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les livres d'histoire, c'est les statistiques qui nous montrent ça. Il y avait 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Quiconque est président de la République en Côte d'Ivoire en ce moment-là et qui pratique une politique sociale peut être ouvert parce que tu as besoin de main-d'œuvre pour développer ton pays. Oui. Mais à partir de 1990, ça devient l'inverse. Nous devenons 16 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, on va vers 20 millions et les forêts en Côte d'Ivoire sont réduites à plus de 2 millions d'hectares. Il n'en a plus assez. Les politiques vont forcément changer. Tout comme aux États-Unis. En France et dans d'autres pays, les politiques changent en fonction de la taille de la population. Le nombre de la population n'est pas simplement le nombre. C'est qu'est-ce que le nombre là veut dire, qui est dedans et qu'est-ce que ça implique en termes de politique qu'on met en place. Voilà ce que moi je voulais dire pour répondre à cette question assez cruciale qui malheureusement revient tout le temps sur nos lèvres. Pourquoi? Dans le débat politique ivoirien, parce que peut-être que nous ne l'abordons pas avec le doigté, beaucoup de doigté, ou bien peut-être que nous ne l'abordons pas de sorte à ce que nous puissions calmer cela. Je pense qu'il faut frontalement dire à tous ceux qui traitent les Ivoiriens de xénophobes que nous ne sommes pas xénophobes.
Ce que nous faisons chez nous, eux, dans leur pays respectif et d'origine, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Bien sûr. Voilà Bien sur quoi je voulais terminer, camarade Emmanuel. Merci, docteur Dié. Je pense qu'il est important d'avoir le point de vue du sociologue que vous êtes. Comme je le disais, vous enseignez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vois beaucoup de thumbs up sur Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Eddy enseigne les sciences sociales et humaines aux Américains. Et il est bien connu ici sur le continent américain. Et il était important d'avoir le point de vue du sociologue que vous êtes et de l'enseignant que vous êtes. Mais j'aimerais qu'on refasse un tour sur cette question, parce que je pense que c'est très important. Avant de revenir à monsieur Diaby, permettez-moi de dire un bonsoir à nos amis qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Monsieur Eric Bodi, un jeune cadre du PDCI aux États-Unis, Elvis Kofi, Sève Debelli, monsieur Anatole Ibo, je crois qu'il est en France, bonsoir. Monsieur Tinengi Ibrahim Ouattara, bonsoir. Cécile Yao, Mats Kwame, Edith Esso, Awa Ouattara, merci, bonsoir, merci de nous suivre. Benito Ben, Paco Damo, Dav Petrovic Crespino, qui stipule, qui insiste que les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Il y a des noms aussi sur Facebook. Getuyou Arnaud, Kona Amena Larissa, Chantal Kofi et bien d'autres. Alors, M. Vabé, dont on entend qui pousse des petits cris régulièrement, on vous entend, M. Vabé, les auditeurs vous entendent. Alors, vous avez la parole. Alors, il semble que vous voulez vous exprimer avant de revenir à M. Diaby. Écoutez, j'ai écouté légèrement le cours du docteur, simplement pour lui rappeler que c'est vrai qu'il a pour habitude de parler devant le monde, devant ses élèves. On vous entend un peu faiblement, M. Vabé. Oui, j'ai écouté les cours, je dirais le cours du docteur. C'est vrai qu'il a pour habitude de parler devant ses élèves, mais nous parlons réellement de l'ivoirité. Le concept de l'ivoirité a commencé quand? Et pourquoi les hommes politiques, en fin de compte, certains hommes politiques ont utilisé, par exemple, ce concept de l'ivoirité pour en faire de ça un bétail électoral, sachant très bien que ce concept, en fin de compte, n'allait pas porter, je crois bien, ses fruits positivement, si je peux me permettre de le dire. On a vu ce que ça donnait aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ça pousse encore et ça donne des fruits, en fin de compte, qu'on n'arrive même pas à manger. Vous voyez? Vous avez parlé d'un confrère qui vient d'être arrêté simplement parce qu'il a dit qu'Alassane Ouattara était un étranger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si on prend depuis 1946, 1942 et qu'on revient à partir de 1950, c'est vrai que dans les années 1942, la bourgeoisie agraire, je veux parler bien sûr du Félix Houphouët-Boigny, en fin de compte, qui s'associe bien sûr avec le patronat français et qui a déporté certains éléments venant franchement du nord de la Côte d'Ivoire, qui incarnent franchement les Ouattara. Les descendants, franchement, de cette bourgeoisie agraire, je veux parler bien sûr des Bédier, qui ne voulaient même pas, non pas le partage, qui ne voulaient pas partager en quelque sorte le gâteau national. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas partager, ils voulaient quand même structurer pour qu'au moins on sache qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est quand même très important. Est-ce que c'est le fait que Bédier, dans sa vision, lorsque Bédier, franchement, fait sortir son livre, et il clarifie très bien dans son livre, où il détermine très bien qu'il faut favoriser, par exemple, l'Ivoirien, que du coup, on trouve que Bédier est xénophobe. C'est là le problème. J'ai écouté ce que le professeur a dit, puisqu'il enseigne, il a parlé de beaucoup de choses, mais on parle de quelque chose qui est très simple et concret. On dit clairement que c'est à partir de cette date-là que les vrais problèmes ont commencé. On a vu comment est-ce que les partis politiques se sont associés en fin de compte pour déstabiliser le président Bédier. On a vu que ces mêmes éléments, en fin de compte, on a vu que Gbagbo Laurent qui est sorti, qui a dit clairement devant le monde entier que Alassane Ouattara était un Ivoirien et du coup, en fin de compte, lui propose une nationalité lorsque ça ne l'arrange pas. Mais avant tout ça, en fin de compte, lorsqu'on embrigade, par exemple, le petit peuple, franchement, pour les envoyer à l'abattoir, on a l'impression qu'on est fort. Mais voici les conséquences. Aujourd'hui, c'est même, en fin de compte, ça, je touche bois, ça, franchement, c'est pas mon souhait, c'est même se trouve à l'arrêt par rapport, bien sûr, à sa politique machiavélique, où il n'a pas expliqué en long et en large le but, le fonctionnement, je dirais quand même la devise de sa vraie politique. Voilà. Aujourd'hui, le PDCI, qui est un parti qui a eu à gouverner le pays durant plus de 40 ans, revient encore sur le chemin et dit clairement que les Ivoiriens
doivent prendre leurs responsabilités. Et on nous réveille encore ce concept de l'ivoirité. C'est pourquoi je dis bien sûr au professeur qui a donné un cours magistral, ça, il faut le saluer, je lui tire mon chapeau parce que on apprend toujours. Mais je pense que le cours qu'il a donné n'a absolument pas vraiment grand-chose avec ce qu'on a l'habitude de vivre en Côte d'Ivoire. On revient encore sur le devant de la chaîne et on s'aperçoit réellement que le même Alassane Dramane Ouattara, qui, à ma foi, avait lancé, je crois bien, les hostilités en disant que comme je suis musulman et comme je suis du Nord, voilà comment est-ce qu'on nous traite. Automatiquement, sans état d'âme, tous les ressortissants, franchement, du Nord se sont mis à ses côtés. Mais ces mêmes personnes, en fin de compte, ont compris que ce dernier avait fait des erreurs. C'est pourquoi le PDCI, dans sa majorité, surtout dans sa vision, dit clairement au monde entier et surtout à des partis, à la Côte d'Ivoire, aux militants de revenir à la base. D'où sort le concept, en fin de compte, de l'ivoirité, d'où sort le concept, en ce moment, de la xénophobie. C'est pourquoi je rejoins légèrement l'esprit, par exemple, du professeur, lorsqu'il dit, par exemple, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. On n'est pas xénophobe, mais on se préfère d'abord avant les autres. Ça, ce n'est pas de la xénophobie. Dans tous les pays, ça existe. Est-ce que c'est parce que, dans un premier temps, on se préfère par rapport aux autres qu'on doit, dans un premier temps, nous tuer? C'est parce qu'on se préfère par rapport aux autres qu'on prend une armée d'invasion et on vient, en fin de compte, on crée une sorte de confusion pour éliminer 10 000 personnes, franchement, pour s'asseoir, par exemple, sur un fauteuil. Est-ce que c'est parce que, dans un premier temps, on se préfère aux autres qu'on fait ce qu'on appelle un gouvernement purement tribaliste, du début jusqu'à la fin, du chauffeur, sortant, franchement, par le cuisinier, passant par le PDG, tous, franchement, sont des nordistes. Il y a quand même un problème. C'est pourquoi je m'étonne un tout petit peu. Il est important qu'on revienne, bien sûr, aux fondamentaux pour dire clairement que le PDCI a dit clairement qu'il faut que les Ivoiriens reviennent à la base. L'esprit politique en train de naître est déjà né et mène en fin de compte un combat purement positif de paix, de réconciliation et permet bien sûr à tout et chacun, franchement, de vivre en harmonie. C'est de ça que nous parlons. Parce que derrière ce concept d'ivoirité, derrière ce concept de xénophobie que le RD est en train de lancer, en utilisant franchement l'ethnicisme et le tribalisme, parfois on se pose réellement certaines questions. On a déjà vécu ça et nous n'avons pas envie de vivre. La preuve en est, il y a quand même un élément du PDCI, Radio PDCI, franchement, qui a été incarcéré simplement parce qu'il a mis sur son mur Facebook. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a écrit simplement sur son mur Facebook que Ouattara lui-même n'est pas un Ivoirien. Ils l'ont incarcéré et ils l'ont fait sortir. C'est juste pour rappeler bien sûr à tout un chacun que quiconque qui dit que Ouattara n'est pas Ivoirien, on le met en prison. Est-ce que c'est dans ces conditions qu'on a envie de vivre? Non. C'est parce qu'en fait, la peur a changé de camp. C'est pourquoi le PDC appelle monsieur tous les partis, toutes les personnes qui sont issues, qui souhaitent franchement une démocratie, qui souhaitent vivre ensemble, de le rejoindre pour aller franchement prendre le pouvoir en 2020. Ce n'est pas difficile. C'est de ça que nous parlons dans ce débat-là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci, M. Vabé. Je rappelle que M. Vabé est directeur de la communication du PDCI au niveau de la France. Alors, M. Diaby, je pense que les bruits se sont calmés autour de vous. On peut vous permettre maintenant de dire un mot sur cette histoire. Finalement, est-ce que les Ivoiriens sont xénophobes? Est-ce que c'est le président Gbagbo et le ministre Ablé Boudé qui ont publié cette histoire? Quelle est votre position là-dessus, finalement? Merci beaucoup. Voyez-vous, ce débat il est beaucoup intéressant, mais en série des intellectuels, nous devons situer les faits sociaux. Et comme le disait Émile Durkheim, les faits sociaux, ce sont des faits qu'il faut considérer comme des choses, mais en même temps les considérant comme des choses, c'est en même temps on a une type d'expérimentation de ces choses. Voilà. Ce qui fait la démarcation entre Émile Durkheim, d'une part, avec Max Weber, qui lui demande de tenir compte des préjugés, des prénotions, dans les choses, afin de pouvoir saisir les sociétés humaines. Donc là, on se situe très bien dans l'anthropologie humaine avec Malinowski. Voilà, avec Malinowski dans ses études dans les éthologies, avec les abos. C'est si dit pour dire que nous sommes parlé d'un fait important. Le fait important, il faut le situer dans l'histoire. L'histoire, c'est la datation des événements. La sociologie ou l'anthropologie, c'est la narration de ces événements. Voilà. Donc, quand nous essayons de dater l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a eu besoin de certaines nationalités. Et la Côte d'Ivoire était un pays à un moment donné avec le Burkina. On était un pays à un moment donné avec le Burkina, la Haute Côte d'Ivoire et la Basse Côte d'Ivoire. Et la Haute Côte d'Ivoire et la Basse Côte d'Ivoire qui étaient ensemble,
la Haute-Côte d'Ivoire était la partie la plus riche, la plus bien. Et donc, ceux de la Basse-Côte d'Ivoire sont venus vers nous. Donc, ici, ils sont restés, ils sont dans la région, qui sont peuplées des forêts où se trouvent le plus souvent nos parents de l'Ouest, c'est-à-dire que les Gourous, les Wopis, les Guéris, les Pétés et autres, ils sont y restés pour la culture et autres. Mais ils sont venus et cette c'est une demande de la nation, c'est une demande de développement. Comme dans les États-Unis aussi, on a eu aussi la demande de la main valide pour la construction des États-Unis. Donc partout dans les pays, même en France, à partir de 1850, il y a eu la demande de la main valide et on a fait venir les étrangers de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal pour construire. Et lorsqu'on a vu que ces mains n'étaient pas très fortes, on a demandé l'arrivée des Arabes, c'est-à-dire les Maghrébins, qui sont venus dans les années 1900 pour la construction des métros, des lignes de métro et autres, qui aujourd'hui sont en train de réclamer même ces droits. C'est la même chose pour la construction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a eu besoin des Maliens, des Burkinabés, des autres, raisons pour laquelle, à un moment donné, on a eu comme des présidents des Nigériens, Garba, qui était un ministre, on avait Hussein Garba, on avait Ndao Thiam, sénégalais, on avait toutes les nationalités, Diawara, on avait toutes les nationalités qui y étaient. Ok, c'est fait. Historiquement, il y a pas de l'Ivoire à une époque. Il y a le problème posé à elle. Maintenant, nous avons Monsieur Djabi, on a quelques problèmes avec vous. Il y a beaucoup de vent autour de vous. Ah non, mais c'est entendu. Ok, allez-y alors. Voilà. Donc, je disais que nous sommes en Côte d'Ivoire. On a une population qui est la population du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est dans sa diversité historique et sociologique et linguistique. Elle parle une langue qui est parlée aussi à un pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc, elle partage aussi une civilisation religieuse, c'est-à-dire que la civilisation musulmane, avec ces personnes. Donc, du coup, on est à la frontière d'un mélange, parce que la colonisation qui a été un mal à l'Afrique n'a pas su faire le partage en tant que tel entre des peuples, les mêmes groupes ethniques. Je ne parle même pas des ethnies, mais des sous-groupes ethniques, des tribus qui se sont dispersés d'une partie de la frontière à l'autre. On voit ça au Batam. À Batam, on a le voie d'Intimat qui prend des décisions de l'autre côté. On a aussi le tam-tam en entomologie, comme le disait notre professeur Nyangouramboa. On a le tam-tam Ashanti qui est ressenti dans plein de pays baoulés et dans plein de pays Dida. Donc, on a aussi ces rois qui répondent, des rois qui sont attendants, qui répondent de l'autorité du chef Ashanti, de la même façon que la reine aussi. Donc, ici, il y a un problème qu'il faut poser en tant qu'interprète. Moi, je m'appelle Diaby Youssouf, je suis de Samatira, je suis ivoirien multiséculaire, et cela est daté par des faits anthropologiques et par des faits historiques. Parce que la mosquée de mon village date de 1125 ans. C'est-à-dire que par la datation au niveau, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé là-bas en 2009, et qu'il a demandé que notre mosquée, la mosquée de Samatira, soit acceptée comme patrimoine de l'UNESCO, avec la datation du carbone, on a vu que notre mosquée fait près de 1000 et quelques ans. Donc, c'est une mosquée millénaire. Donc, on ne peut pas mettre en doute que M. Diaby Youssouf ivoirien n'est pas ivoirien, ça c'est clair. Parce que mes parents sont sur la portion de terre ivoirienne des millénaires déjà. Bon, ça c'est clair. Maintenant, à partir de cet instant, il y a aussi des Diabys qui se trouvent en Guinée. Mais voilà, il y a aussi des Diabys qui se trouvent au Mali. Ça c'est clair aussi, c'est un fait réel, c'est un fait anthropologique, c'est un fait sociologique, c'est un fait historique aussi qu'il faut voir. Maintenant, quel est le problème? Quel est le problème? Quelle est la problématique? C'est que ça, il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, quand ces frères du nord de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, qui sont du Mali, du Burkina, autres, avec
avec les mêmes patronymes. Et c'était souvent par la législation ivoirienne, la législation ivoirienne au nom, facilitait leur assimilation, leur culturation, pour pouvoir être des Ivoiriens de fait et non pas de droit. Et en même temps, Alassane Ouattara est aussi le problème de cet affaire de ce fait. Parce que quand le Malien Diaby ou le Malien Touré venait, il s'en foutait, comme on dit dans notre langage, il s'en foutait de la nationalité ivoirienne. Mais c'est quand Alassane Ouattara lui-même introduit la carte de séjour, mais en ce moment, ce monsieur s'est dit, bon, ok, je vais partir prendre, j'ai mon frère qui s'appelle Touré ou bien qui s'appelle Doucouré, donc je vais aller prendre son extrait de naissance, je vais aller soudoyer le sous-préfet ou le préfet pour que tu vois rien. Voilà comment dans l'historisation chronologique des faits, où les étrangers, ils étaient là paisiblement, qui ne cherchaient même pas à être ivoiriens, parce que ça les intéresse, c'est pas même la loi de 1973, 72 plutôt, qui demandait de fait qu'ils sont des Ivoiriens, parce qu'ils étaient nés sur les Ivoiriens, c'était le droit du sol, mais ça ne les regardait pas. Donc, c'est à partir de l'introduction malicieuse de la carte de séjour et de l'instrumentalisation d'une partie de la police ivoirienne et des corps à pied zélés qui, eux, en faisaient des chevals de bataille contre des nordistes. Ils voyaient tous les nordistes comme des étrangers et qui voyaient tous les nordistes comme temps parce qu'ils parlent la langue française. Et pendant que l'autre côté de Bassam, ou soit de tout le blé, on a des guerriers qui sont du Libéria qui arrivent. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on a des problèmes linguistiques. Lui, il parle l'anglais. Donc, du coup, c'est se foulaniser, comme on le dit chez nous en sociologie. Comme on le dit chez nous en sociologie, c'est pas parce qu'il puisse se foulaniser et qu'il puisse prendre notre nationalité facilement, même s'il parle le guerrier qu'on appelle là-bas le oui. Donc, mais chez nous, dans les grands noms, c'était plus facile. Oui, mais M. Diaby, ça va que... Oui, ça, enfin, je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Mais maintenant, là, est-ce que ce concept-là, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé dans ce pays, est-ce que ce concept-là, est-ce qu'il est nécessaire de le mettre en avant? Est-ce qu'il ne faut pas... Ok, allez-y. Je vais répondre à votre question. Alassane est à la base, lorsqu'il introduit, à partir de 1991-92, la carte de séjour, et que lui-même, il instrumentalise encore les militaires et les policiers et dans cette cavale. Et après, il faut le dire, il y a eu aussi des personnes, des agents de police qui, eux aussi, ne faisaient pas bien le travail. Comme partout, dans tous les services, il y a des personnes qui font bien le travail, il y en a qui ne font pas bien le travail, qui pouvaient arrêter des partenaires de passer, qui vont arrêter un nordiste, même quand tu donnes ta carte d'entrée, ils te disent non, tu n'es pas ivoirien. Il faut prouver que tu es ivoirien. Quand tu envoies les frais de naissance de ton papa, de ton grand-père, envoie pour ton arrière-grand-père. Il y a eu de la frustration à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire sur le peuple nord, sur ce point. Ça, il faut aussi qu'on le dise. Nous voulons guérir une plaie. Nous voulons guérir une nation. Nous voulons se dire la vérité. Il y a eu des policiers d'élection qui ont posé ces pas. Et que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Même quand nous sommes à la gauche, nous le disons aussi au bureau politique avec dans les différentes fédérations avec le pays. Nous ne sommes pas d'accord avec cette point. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Maintenant, aujourd'hui, faisons attention. L'Ivoirien Gabon, pour moi, c'est une fabrication. C'est une fabrication de Alassane Ouattara. Parce que vous voyez Alassane Ouattara, il est très intelligent. Quand il vient, il dit à ces gars, vous avez tous dans les ministères des services de communication et vous ne les mettez pas en œuvre. Ça a été pensé, réfléchi, stratifié. Et parce qu'il est en train de perdre, il veut récupérer une partie du nord de la Côte d'Ivoire qu'il a déjà perdu. Que le PDCIRDA, dans Nicolas Bédé, a déjà récupéré près de tous les musulmans, tous les nordistes aujourd'hui, les vrais, les Ivoiriens du Nord. Et que selon Kibapoli Guillaume, quel que soit Alpha, qui lui aussi a été, à un moment donné, un véritable problème pour la Côte d'Ivoire en prenant les armes dans son pays, qui aujourd'hui a compris qu'il a été trompé, trahi par la femme d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, lui, il a bien compris et que les Ivoiriens du Nord qui sont avec ce monsieur aussi ont compris. Alassane se trouve excellent et qu'il est
suivi seulement que par les Kandia Kamara, qui est de la Guinée, par les Tunkara, qui est du Mali, par ces Ivoiriens d'adoption, par ces Ivoiriens qui se sont foulanisés. Et de ceux qui connaissaient, qui sont venus, quand nous étions tous à l'université, quand ils devenaient à la faculté de criminologie, ok, la faculté de criminologie, la faculté de sociologie, t'en comptais. Voilà. Donc, c'était des étrangers, il est rentré partout. Donc, il est soutenu par ceux-là. Donc, par conséquent, il réfléchit, il dit, bon, Ivoiriens d'abord, pour que les nordistes qui l'ont laissé tomber puissent dire que, ah, nous, si nous partons avec les gars de Bédier, avec les gars de la Samouata, ils veulont nous dire qu'on n'est pas que les Ivoiriens. C'est ça. C'est une instrumentalisation sociologique de la femme de Ouattara afin de récupérer sa base électorale qu'il a perdue. Ok. Donc, faisons attention. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Alors, je ne sais pas si Dr. Di veut dire un mot, sinon il faut qu'on passe à la question suivante. On est déjà très avancé dans le temps. On est à plus de 15 minutes. Je vais dire, on a dépassé le temps de plus de 15 minutes. Merci Emmanuel d'essayer de revenir. Je crois que je voudrais revenir sur deux petits points. La question telle qu'elle me l'a été posée. Est-ce qu'on peut le faire en 1 minute? Parce que je vais le faire en 1 minute. Je veux dire simplement que je ne suis pas d'accord qu'on puisse prendre l'habitude de détacher les problèmes domestiques du contexte international. Et moi, j'ai toujours basé mes analyses sur ce fait-là. Quand j'évoque le néolibéralisme, ça vous connecte immédiatement avec ce que M. Alassane Dramane Ouattara représente et les connexions extérieures qu'il a. Parce que vous ne pouvez pas parler de l'ivoirité en Côte d'Ivoire ou bien du problème ivoirité en Côte d'Ivoire sans évoquer la connexion, par exemple, avec Benoît Schauer. Et vous savez comment ce sociologue belge-là a contribué à la putréfaction de la donne politique en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il nous faut aussi quelquefois rester collé à la réalité ivoirienne, donc à la réalité domestique, mais rester collé à la réalité domestique ne nous exclut pas et ne devrait pas nous empêcher de regarder aussi la réalité extérieure. Parce que celui qui aujourd'hui crée des misères à la Côte d'Ivoire n'est pas arrivé là parce que des forces ivoiriennes l'ont voulu. Simplement, il y a la connexion internationale. La deuxième chose, et je termine là-dessus, Emmanuel, c'est, je crois que nous ne sommes plus et nous ne devrons plus être à ce stade. Je trouve une contradiction dans le message du frère, du camarade Babé. On ne peut pas à la fois lancer un appel à l'unité, au rassemblement, et continuer de faire ce que les autres font, par exemple, qui est de continuer de pointer du doigt. La question de l'ivoirité, la question de la fracture sociologique en Côte d'Ivoire, il est faux de dédouaner les hommes politiques qui ont dirigé la Côte d'Ivoire entre 1990 et maintenant. On ne peut pas dédouaner un seul d'entre eux de ce piège-là. On ne peut pas dire qu'on a dit que oui, Alassane est ivoirien et puis aujourd'hui on dit qu'il n'est pas ivoirien, mais le PRCI a été le premier à nous présenter Alassane Dramane Ouattara, à commencer par le père fondateur du PRCI-RDA, le président Houphouët-Boigny lui-même qui a dit voilà un fils de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut prendre en considération. Mais aujourd'hui, notre génération, quand nous regardons tout cela, Emmanuel, est-ce que nous avons envie de rester là encore à savoir qui a dit ça le premier, qui a dit ça le deuxième, ou alors est-ce que nous regardons notre pays pour dire non, nous ne sommes pas xénophobes. Deux, si nous voulons nous rassembler, nous nous rassemblons autour de quelles valeurs? Voilà où le CACI intervient. Si nous promouvons, par exemple, nous, le rassemblement autour des hommes politiques ou bien autour des acteurs politiques, pas des hommes politiques, des acteurs politiques, que ces acteurs de la société civile, et ça nous amène peut-être à la troisième segment de cette émission, aux acteurs donc politiques en Côte d'Ivoire, sur quelle valeur numéro un et sur quel projet nous nous retrouvions. Est-ce qu'il s'agit de porter le PRCI-RDA au pouvoir? Mais si vous le dites ainsi, il y a des gens qui ne vous suivront pas. Si le FPI aussi appelle pour dire oui, venez me porter, on va aller au pouvoir, quand je serai au pouvoir, ce sera bien. Attention, ça aussi, ça peut créer un problème. Ça veut dire que dès maintenant, il y a un cadre qu'il faut créer. Vous et moi et d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour une Côte d'Ivoire meilleure par rapport à ne pas nécessairement aller à des élections parce qu'il faut y aller ou bien nécessairement faire ceci, cela. Voilà où je voulais intervenir dans ce cadre de la question de l'Ivoirien d'abord. Si c'est Alassane Ouattara qui le dit, je suis d'accord avec Diaby, il faut faire attention. Qui sont les Ivoiriens nouveaux que Ouattara a créés? C'est ceux à qui on a distribué la nationalité dans la normalité. Et c'est à ceux-là qu'on va continuer parce que c'est ceux-là qu'on se considère Ivoiriens. Il faudrait qu'on fasse attention à l'appel qui est lancé
Il y a la vérité dedans parce que oui, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes, oui, les Ivoiriens d'abord, mais de quel Ivoirien parlons-nous? Voilà la question sur laquelle, et voilà le petit décalage que j'ai un peu lu dans l'intervention de Babé, mais en dehors de ça, je crois que nous sommes d'accord que les Ivoiriens doivent se retrouver. Ok, d'accord. Monsieur Babé? Il s'est défini comme un homme de centre, le professeur, le docteur. Il a dit que d'entrée, dans ses propos préliminaires, il a dit qu'il était du centre, en fin de compte, qu'il n'était pas de la gauche, ni de la droite, ni des choses. Donc, quand je l'écoute, je vois quelqu'un, en fin de compte, qui ne veut pas heurter la sensibilité de tout un chacun. Ça, c'est son droit. Moi, je lui dis clairement que c'est vrai qu'Alassane Ouattara, nous l'avons fait rentrer dans la Belgérie. Mais nous n'avons pas fait rentrer un loup dans la Belgérie, en quelque sorte. On a fait rentrer Alassane Ouattara simplement par rapport, bien sûr, à nous aider, simplement parce qu'on pensait que, vu sa capacité intellectuelle de réflexion qui était très élevée, au niveau, bien sûr, monétaire, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui est banque, il pouvait aider, par exemple, la Côte d'Ivoire à pouvoir mieux se structurer. Mais malheureusement, on paye cash aujourd'hui. On ne connaissait pas l'homme. Mais il n'est jamais trop tard, en fin de compte, de rattraper le mal, en fin de compte, il n'est jamais vraiment trop tard, en fin de compte, de se mettre au travail. C'est pourquoi il est important, quand j'ai lancé un appel, j'ai dit clairement que tous les Ivoiriens, en fin de compte, qui se sont concernés par l'appel du président Bédié, il faut qu'ils viennent, franchement, pour parler. L'appel de Bédié, en fin de compte, c'est pareil que l'appel, franchement, du fouet, c'est l'esprit purement foutiste. Lorsqu'il dit clairement que le premier a fait venir, franchement, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et qu'on est tous coupables, oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas coupables des actions réellement d'Alassane Ouattara parce que nous avons appelé Alassane Ouattara, franchement, pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes coupables des actions menées par Alassane Ouattara lorsque ce dernier, en fin de compte, se sent fusionné et que lui-même, il décide, en fin de compte, de nous montrer qu'on est un tout petit peu, excusez-moi du terme, naïf en quelque sorte. Non, on doit remettre la Côte d'Ivoire en marche. Tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Voilà, on doit remettre la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas comptable des actes de Ouattara. Il est seul avec le RDR comptable, oui. Je viens, on n'est pas. Voilà, donc il y a quand même un problème qui est là. Donc c'est par rapport à ça que je le dis. Je dis que le PDC aujourd'hui est arrivé parce que la politique, en fin de compte, c'est quoi? C'est une vision, c'est un idéal. C'est un projet d'avenir qu'on présente bien sûr aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on dit aux Ivoiriens? Est-ce qu'on les dit que, comme on a péché, est-ce qu'il est quand même très important de s'endormir sur cette dos laurienne? Non. On dit clairement que depuis la nuit des temps, depuis 1942, 1947, 1950, lorsqu'il y a eu la bataille, par exemple, à Démocro, lorsqu'au Faux-Bagnou, nationaliste qu'il était, c'est vrai qu'il a perdu franchement la bataille face aux colons, mais il n'a jamais renoncé, monsieur, à ce côté purement nationaliste. Lorsque le président Bédié lui-même revient par rapport à ça à son livre et il explique en long et en large à l'intérieur que l'Ivoirien d'abord, le FPI, et ça je le dis clairement, du président Gbagbo Laurent et bien sûr de son mentor, parce que bon, le FPI du président Gbagbo Laurent qui a instrumentalisé, parce qu'il faut le dire, l'histoire est têtue, il faut le dire, c'est parce qu'on le dit qu'on ne veut même plus faire ces mêmes erreurs. Nous sommes restés convaincus que notre politique purement, comme il dit, libérale, est une politique qui peut apporter la Côte d'Ivoire dans le vrai et dans le bon chemin, et remettre franchement les Ivoiriens sur le bon chemin. C'est de ça que nous parlons. Est-ce que le fait qu'on parle de l'ivoirité veut dire qu'on heurte la sensibilité de celui qui n'est pas ivoirien? C'est seulement, je suis ivoirien. Hein? Je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Si l'autre est burkinabé, qu'il soit fier d'être burkinabé. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, comme vous m'avez donné 1 minute, je reste à 1 minute et j'attends les prochaines questions. Merci d'avoir pris seulement 1 minute, M. Babé. Alors, M. Djabi, le dernier point sur ce sujet, il faut vraiment qu'on mette fin à ce débat. M. Djabi, un mot à ajouter, sinon on passe au dernier sujet, à la dernière question. Non, en fait, moi je suis très heureux que mon collègue sociologue des États-Unis langue dans laquelle je voulais rapporter le sujet. Voilà. Parce que nous, en tant que des intellectuels, c'est vrai qu'on est des politiques. Si nous voulons demain poser des problèmes, et puis bon, j'essaie d'attirer l'attention des Ivoiriens. C'est quelle musique ça là encore? Si c'est les Ivoiriens véritablement qui posent le problème, alors il n'y a pas de problème. Ça, en ce moment-là, je suis d'accord pour la redistribution de la richesse des Ivoiriens d'abord,
pour les marchés, les Ivoiriens d'abord, mais si c'est d'une manière pernicieuse, cynique, on veut faire réfléchir une vague électoraliste qui sont perdus, alors faisons attention. Et je voulais dire, voici l'attention des Ivoiriens et des intellectuels qui sont. Merci, merci, M. Diaby. Je rappelle que M. Diaby est le directeur de cabinet et le porte-parole du ministre Charles Blé Goudé. Et j'aimerais quand même dire aussi, par rapport aux commentaires que je vois sur les réseaux sociaux, nous, à Radio PDCIRDA, nous mettons les sujets, je veux dire, à débat. OK? Et pendant un bon moment, et je pense que c'est toujours le cas, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, je veux dire, la parole n'était pas assez libérée. Toutes les sensibilités ne pouvaient pas s'exprimer sur nos radios et chaînes et télévisions nationales, publiques, je veux dire. Et même je veux dire, dans les journaux, ce n'était pas évident. Et nous avons estimé qu'il fallait permettre aux Ivoiriens de s'exprimer et de permettre le débat. Voilà, donc ce n'est pas parce que nous posons le débat que nous sommes forcément, je veux dire qu'on peut nous taxer de tout. Moi, je suis Emmanuel Katinan, je suis fier d'être Tagbana, je suis de la Tokara, c'est un carrément debout. Et voilà, je suis ivoirien et je travaille pour mon pays. Donc, j'aimerais que ce soit su de tous. On n'est pas ici en train de travailler contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Merci. Alors, Monsieur Léon Ebrotier, bonjour. Yao Kwame Mosu, Jean-François Boussou, bonsoir. Merci d'être avec nous tous les dimanches. Laurent Kouakou, Fernand Kouakou. Merci aussi au service de communication du député maire de Guéyo. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis le Burkina Faso, depuis l'Afrique du Sud, depuis la France, la Suisse, le Ghana, les États-Unis et le Canada. Alors, dernier sujet, et j'espère qu'on ne sera pas assez long sur cette question. Cela concerne les élus indépendants qui ont, pour une bonne part, viré au RHDP. Alors, ils ont été élus sous la bannière, certains sous la bannière du PDCIRDA, certains sous l'étiquette indépendant. Et après leur élection, ils ont remis leur victoire au RHDP pour la plupart. Je précise qu'il y a quelques-uns qui ont aussi posé le même acte envers le PDCI. Je crois qu'il y a 3 maires et le conseil régional, si mes informations sont bonnes. Alors, quel est votre avis, quelle est votre analyse sur ces actions? Et puis, on parle, encore des rumeurs, hein, mais bon, peut-être que vous avez plus d'informations que nous. On parle de 100 millions qui auraient été payés à ces personnes-là. Et donc, quel commentaire vous en faites? Alors, je vais permettre à M. Babi Adrien de s'exprimer en premier sur ce sujet, lui qui est du PDCIRDA. Écoutez, je dis bravo bien sûr à mon parti en fin de compte qui a décidé de rentrer dans l'opposition, il faut le dire, parce que depuis très longtemps, il était quand même très difficile d'expliquer la politique du PDCI, parce qu'il faut rappeler bien sûr que ce parti en fin de compte qui a eu à gérer le pays durant plus de 40 ans était dans une phase où certains électeurs avaient du mal franchement à ne pas donner tort ou bien raison bien sûr au PDCI. Il était important que nous devenons un parti d'opposition pour montrer notre force. C'est vrai, nous sommes partis bien sûr aux élections, tout ce qui est municipal, nous sommes partis là-bas, nous avons vu. Et il est quand même très important, ceux qui ont boycotté naturellement, je vais parler bien sûr de la branche FPI, qui a décidé clairement, en fin de compte, depuis plus de cette année, qui boycotte tout, c'est-à-dire même le recensement électoral du boycott. Bon, nous avons décidé de prendre nos responsabilités sur les 240 maires, en fin de compte, qui sont présentés. Nous avons eu 50, le PDCI seul a eu 50 maires. Regardez un tout petit peu. Le RHDP, 7 partis composés ont eu 80. Si on divise par exemple par 7, cela veut dire qu'en fin de compte... Alors, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons bien. Voilà. Si on divise, je crois bien par 7, cela veut dire que le PDCI, en fin de compte, est vainqueur parce qu'il faut rappeler bien sûr que l'histoire, c'est le PDCI, en fin de compte, qui a donné le pouvoir par rapport bien sûr à l'appel du Naoko au président de l'Assemblée. Dans le RHDP, tous les partis n'ont pas la même force. Peut-être que le RDA, lui seul, pouvait avoir 75 ou 80. On parle du RHDP. Vous m'avez posé la question du RHDP. Vous ne m'avez pas posé la question du RDA.
pourquoi est-ce que le RDR en Oui, fait mais compte pas seul? c'est vous qui divisez le RGP en plusieurs parties, donc je vais aller suivre la même voie que vous et vous Non, dire. moi je parle, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de maires que le UDPC a eu, ou bien les partis électoraux, en fin de compte, qui ne font pas, qui ne pèsent pas vraiment lourd? On dit clairement Non, justement. c'est de ça que nous parlons. Donc c'est là, si je peux dire qu'aujourd'hui que le PDC, en fin de compte, a gagné la bataille, et le PDC redevient dans un premier temps un parti. Parce que, regardez un tout petit peu ce qui s'est passé. Dans la vision, je crois bien, du FPI, ceux qui pensent que la rue, en fin de compte, est un propriétaire, se sont dit que on va pas aux élections. De toute façon, le PDC, que eux ils connaissent, que eux ils ont l'air de connaître, est un parti bourgeois, n'allait jamais sortir pour revendiquer franchement la victoire. On a vu au plateau, le monde est sorti. On a vu franchement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire où le PDC, en fin de compte, voulait se faire voler sa victoire. Le petit peuple, en fin de compte, est sorti franchement pour réclamer. C'est un moyen pour montrer, bien sûr, aux gens de soi-disant la rue, franchement, du FPI, pour dire que nous sommes sortis, franchement, pour revendiquer notre victoire avant 2020. Vous voyez que nous devenons parfaitement une force politique lorsque nous sommes dans l'opposition. Nous expliquons largement et clairement notre vision et l'objectif qu'on doit atteindre. C'est vrai qu'il faut se battre pour avoir ne serait-ce que le dernier mot. C'est vrai, il y a eu quand même des laissés-aller, il faut le reconnaître. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut reconnaître qu'Alassane Ouattara est un as franchement de la tricherie, il faut le dire, et celui-là même qui a corrompu nombreux candidats indépendants, parce qu'il faut le dire. Les gens parlent de 100 millions, oui c'est vrai, les candidats en fin de compte, ils sont allés donner cette victoire, bien sûr, à Alassane Ouattara moyennant finance. C'est parce qu'en fin de compte, tout le monde en parle que le porte-parole, je crois bien le ministre, franchement, Amadou Gon, est sorti pour dire qu'il n'y a pas 100 millions. La plupart des candidats ont reçu les 100 millions pour donner, bien sûr, leur victoire au RDR. C'est de ça que nous parlons, c'est la vérité, pour gonfler un tout petit peu. Mais en fin de compte, ils ont donné leur victoire au RDR, la mairie, mais ils n'ont pas donné le peuple au RDR. C'est de ça que nous parlons. Donc, nous attendons paisiblement en 2020, et c'est sûr et certain que 2020 sera très, 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 très différent de 2018. Ça, je peux vous le dire. OK. Alors, M. Diaby, vous qui êtes de l'EDS, je dirais, parce que le COJEP est membre de l'EDS, quelle est votre position? Parce que vous avez voulu vous mettre, vous avez voulu rester très loin de ces élections. Et j'imagine que vous voyez tout cela avec un sourire narquois. Alors, quelle est votre position sur cette question? Merci d'abord. Pour une clarification, le COJEP n'est pas membre de l'EDS. Voilà, le COJEP n'est membre d'aucune coalition, absolument. Autant pour moi, je m'excuse. Le COJEP est un parti politique qui n'est pas encore membre, mais le COJEP est un parti politique proche de la gauche ivoirienne et de tous les Ivoiriens et des partis politiques qui veulent que la Côte d'Ivoire s'en sorte de la manière prédite, comme Henri Konan Bédié est en train de le faire actuellement. Voilà. Voilà. Ceci dit, je pense que avec le docteur qui est en face, nous devions faire un travail. Parce qu'avec leur association, commission de la société civile, poser une plainte auprès des tribunaux ivoiriens pour l'achat des consciences, pour le mensonge des grands électeurs. Pourquoi il y a eu des listes RDR, il y a eu des listes PDC, il y a eu des listes indépendantes. On allait te voter en tant qu'indépendant. Et après, tu vas vendre notre voix à 100 millions. Je crois que le gars qui doit se lever, c'est là maintenant que le gars qui doit se lever. Pour demander aux Ivoiriens des Gaïois qui ont donné leur voix à Youssouf Diabati, non pas parce qu'il est aidé, mais parce qu'il est de la société civile. Mais il les a trahis, il les a trompés. Et à partir de maintenant, il faut que la société civile pose une tête en point de pouvoir, comme l'appelle la médiation, en ce qui concerne la commission électorale indépendante auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est quoi nos docteurs? Allô, Katina? Allô? Allô? C'est bon? Qu'on a perdu. Hein? Ben, je vous vois, docteur. Oui, ben, c'est pourquoi je dis qu'il y a Katina qu'on a perdu. Alors, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez?
Jacques Roger, je vous reçois. Voilà, parfaitement. Alors, donc, on va donner donc la parole. Je ne sais pas si c'est M. Vabé qui veut certainement faire un point ou bien le docteur Irkedi en attendant d'avoir. Non, c'était M. Diaby qui faisait son point, je crois bien. Nous l'avons perdu. Alors, je ne sais pas si vous voulez certainement ajouter quelque chose. Hein. Bah, je vais laisser la parole, bien sûr, à. Emmanuel est revenu, hein? Il rentre dans un lieu de culte pour aller faire des campagnes avec des musulmans. Ce n'est pas bien ce que Zakaria Kone a fait. Ce n'est pas bien aussi ce que les candidats ont fait pour aller vendre à 100 millions la voix de leurs concitoyens. Je demande au Kassi de vraiment, dès maintenant, de poser une plainte en bonne et due forme auprès des tribunaux. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, M. Diaby. Alors, j'aimerais m'excuser auprès de nos auditeurs, hein, surtout ceux qui sont sur Facebook. Je pense que ça, c'est une attaque technique massive dont nous sommes l'objet à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a eu près de 3-4 interruptions aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est le combat. C'est le combat et nous tenons debout. Alors, bonsoir au délégué Bernard Andri depuis le Texas qui nous suit depuis Facebook. Bonsoir à Prince Arthur Kouakou, Yao Luku Isaac. Merci d'être avec nous tous les dimanches. Daniel Skwadio Ake, Adel Oulaï, merci, bonsoir. François le Français, Monsieur Francis Benelux Kofi, sympathisant du RAGP unifié, bonsoir. La délégation du PDCA d'Amérique du Nord et son délégué, Monsieur Adam Yeboah, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Dr Eddy, je pense que vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette question, si mes souvenirs sont bons, hein. Oui, je vous en prie. Merci. Moi, j'ai écouté les deux camarades. Je vais commencer d'abord par l'appel que lance le camarade Diaby depuis là où il se trouve au Kassi par rapport à ses achats ou bien ses rachats de candidats élus supposément sous la bannière d'indépendants. Voilà ce que le Kassi entreprend. Il y a environ un mois maintenant, que nous avons essayé de travailler avec le MSD du côté de la France et le Forci en Côte d'Ivoire pour créer un cadre pour booster la société civile. Et dans les jours qui suivent, la question est d'accord d'actualité puisque les réclamations sont encore portées au niveau de la Cour de Ouattara concernant ces dites élections qui viennent de passer. Vous entendrez donc, notre position, mais aussi les actions que nous entendons mener par rapport à cela. Ça, c'est pour répondre à Diaby. Pour revenir à la question elle-même, le Kassi s'est joint à un certain nombre d'acteurs de la société civile. Avant les élections, ces élections-là, vous avez pu lire dans la presse un appel à la transition. Et dans cet appel-là, nous avons noté l'importance de reporter ces élections parce qu'il y avait quand même beaucoup de polarisation sur la commission électorale en se basant sur l'appel de 2016 de la Cour africaine qui a rendu son jugement. Et aussi les appels, les réclamations des partis comme le PDCI-RDA et bien d'autres, y compris même le mouvement EDS, sur l'illégitimité de cette commission électorale. Donc, nous avons appelé au report. En ce qui concerne le Kassi, nous avons appelé d'abord même à la non-tenue des élections. Et Emmanuel, vous connaissez la position du Kassi depuis longtemps. Sur quelconque élection organisée par Alassane Dramane Ouattara, nous les jugeons nuls et non avenus, antidémocratiques, anticonstitutionnels, illégales, parce qu'il faut garder la posture intransigeante vis-à-vis de Ouattara. Donc, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Mais la question que vous posez, est-ce qu'il y a eu corruption? Emmanuel, moi, je voulais analyser encore une fois le concept de la corruption ici à plusieurs niveaux. Je crois que Diaby et André ont un peu touché là-dessus. La première chose, la question que je me pose, c'est où se trouve la corruption. Premièrement, il nous appartient de regarder un peu les comportements des gens. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que des personnalités dites indépendantes qui vont à des élections, après avoir gagné, font des ralliements. OK? Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, je crois que le terme ou bien le concept d'indépendant a une signification très particulière. Qui sont ces indépendants-là?
pour la plupart du temps, ces indépendants-là sont des personnalités membres de partis politiques qui n'ont pas été choisis par leur parti politique pour briguer un poste, alors que les populations se trouveraient en phase avec ces personnalités-là. Emmanuel, pour moi, au-delà de tout ce que nous pouvons dire dans les considérations et les intérêts des partis politiques, si nous voulons regarder un peu plus haut la consolidation des institutions politiques que nous avons en Côte d'Ivoire et le jeu peut-être politique et démocratique, il y a un gros danger. Il y a un gros danger à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'en réalité, ces indépendants ne sont pas des indépendants. Ce sont des frustrés ou bien des personnes mécontentes du fait qu'elle n'ait pas été retenue, par leur parti politique pour briser un certain nombre de choses. Mais en même temps aussi, ça pose le problème du fonctionnement des partis politiques. Ça veut dire quoi? En l'absence de primaire, pour donner encore une fois le choix aux populations de déterminer qui devrait être le porte-étendard de leur parti dans leur région, on a des directions de partis politiques qui choisissent les candidats. Mais on l'a vu précédemment, je crois que c'est un certain Akoto qui, lors des législatives organisées précédemment, est allé battre un candidat retenu par le PRCI et après ce monsieur est allé encore donner sa victoire à Henri Konan Bédié. Quel genre d'indépendants véritablement avons-nous? Moi, je me pose la question. C'est à ce niveau que je trouve la première corruption. La deuxième corruption, je la trouve au niveau de ce que Diaby a dit. Mais vous allez comme indépendant et des électeurs vont vous porter au pouvoir, ou bien vous donnent la mairie, vous donnent le conseil régional, et tout d'un coup, vous devenez RDR, RHDP ou bien PRCI. Mais ça, c'est du vol. C'est un manque de respect de la souveraineté de ce peuple-là. Et pour moi, en gros, c'est un danger pour notre démocratie. C'est un danger. Le troisième niveau de la corruption que je trouve ici, Emmanuel, c'est ceci. C'est le fait que la société civile, parce que quand on dit qu'on est indépendant, on a quand même un peu envie d'aller vers la société civile. C'est encore une démonstration avec ce qui se passe de la faiblesse de la société civile dans nos institutions, dans le fonctionnement de nos institutions. Et tant que les partis politiques demeureront les organes suprêmes ou bien les plus importants dans l'expression politique ou bien politique et sociale dans nos pays, on va toujours se retrouver dans ces cas de figure. Moi, voilà où je situe l'élément de la corruption. Quand on est donné 100 millions à un élu, et que cet élu-là est accepté, ou bien qu'on n'est pas donné, mais disons que oui, on est donné 100 millions, comme Andrien le dit, et je vais prendre Andrien au mot. Quand on est donné 100 millions à un élu pour aller remettre sa victoire à un parti politique, mais cet élu-là est un élément dangereux pour la société. Ça veut dire que la vie des populations pour lesquelles vous avez fait campagne, vous avez fait des promesses, cette vie-là, ou bien ces aspirations de ces populations-là, vaut 100 millions de francs CFA. Emmanuel, où est-ce que nous allons? Posons-nous la question de savoir. Qu'on soit que des indépendants aillent remettre leur victoire au PRCI ou au RDR ou au RHDP ou au FPI si c'était le cas, etc., pour moi, c'est la même chose. Soit on est indépendant, soit on ne l'est pas. Alors qu'on a besoin de toutes ces forces-là pour pouvoir quand même avoir un jeu démocratique assez, soit à un 4 pieds ou bien à un trépied, etc., etc. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je trouve que ça démontre aussi de la faiblesse de nos institutions politiques que nous avons. Ça démontre aussi de la faiblesse de la façon dont on désigne les candidats. Et c'est peut-être le temps de trouver peut-être un mécanisme pour revenir à quelque chose que le PRCI-RDA, Emmanuel, avait entamé entre 97 et 98. C'était les primaires. Et là, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'ai assisté et j'ai vu l'organisation de ces primaires-là dans le choix, pour le choix des candidats, soit aux législatives ou aux primaires. Je l'ai vu en tout cas dans ma circonscription à Koumassi où j'ai vécu, et on a laissé tomber toutes ces choses. Ça veut dire qu'on a fait un recul. Et il y a un recul criard, donc, dans cette voie de la consolidation de la démocratie. Et c'est une autre chose qu'il faut regarder aussi et prendre en considération en voyant que depuis 1990, en réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas avancé démocratiquement, mais elle a reculé. Parce que plusieurs fois, on parle du fait qu'il n'y a jamais eu de remplacement à la tête du pays dans des formes vraiment démocratiques, ça c'est vrai, on en parle, mais en même temps aussi, il faut que nous prenions en considération le fait qu'on a des gens qui sont candidats, qui disent qu'ils sont indépendants, donc qui disent aux populations, moi je ne suis pas dans les pôles d'attraction de ces partis politiques, etc., etc. Les populations vous font confiance, et puis le lendemain, vous devenez RHDP, RDR ou bien quoi que ce soit. Emmanuel, pour répondre à votre question, voilà où moi je situe le niveau
de la corruption. Les 100 millions, c'est important. Parce qu'encore une fois, il faut se demander d'où est-ce que viennent ces 100 millions. S'il faut aller puiser 100 millions dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour aller donner, même si ce n'était pas 100 millions, Andrien, et que c'était même 1 million, je serais toujours d'accord avec vous, qu'on aille prendre 1 million dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour aller corrompre un élu, il y a problème. Même si ces caisses, cet argent... Il faut je termine là-dessus. Merci. Je m'excuse, mais bon. Non, Emmanuel, c'est parce qu'on vous perd souvent, donc je me suis dit que vous n'avez peut-être pas compris l'essentiel de ce que j'ai dit, mais comme nous ne parlons pas simplement pour vous, mais aussi pour l'auditoire qui nous suit, je voulais m'arrêter là. Mais voilà où je vois un peu la corruption, pour ajouter à ce que Adrien a dit et à ce que Diaby aussi a dit précédemment. Merci. Bien sûr, merci, docteur Eddy. Je précise que docteur Eddy est enseignant aux États-Unis dans l'État de Pennsylvanie et qu'il est le secrétaire exécutif du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, CACI. Alors, il y a certains de nos auditeurs sur Facebook qui nous ont demandé, à ce qu'on précise le nom et la qualité de docteur Eddy. Voilà. Alors, je pense que nous allons aller à la conclusion. Nous avons vraiment eu beaucoup d'interruptions aujourd'hui, beaucoup de problèmes techniques. Je m'excuse auprès de nos auditeurs sur Radio Jacques Roger Show depuis les États-Unis et sur Facebook, Radio PDCI RDA. Également, je voudrais préciser aussi que nous avons un profil, une page YouTube, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui veulent suivre nos débats sur YouTube, vous n'avez qu'à taper sans embâche. Je crois que c'est produit par une page qui s'appelle Débat politique africain. Voilà. Alors, j'aimerais, chers invités, vous permettre de donner votre conclusion par rapport au débat que nous avons eu ce soir. J'aimerais vraiment vous dire merci pour la qualité de vos interventions. J'espère que vous pourrez respecter le temps que nous allons vous accorder pour cette conclusion. 2 minutes, s'il vous plaît. J'aimerais commencer par, comme on le fait d'habitude, on va terminer par notre frère du PDCI RDA. Alors, j'aimerais commencer par M. Diaby, s'il est toujours avec nous. M. Diaby? Oui, je suis toujours avec vous. C'est-à-dire mes frères du CACI et mon cher camarade Babé, avec lequel on travaille beaucoup ensemble. Et vous-même, vous a permis de soit d'édifier les Ivoiriens sur certains problèmes. Et que nous disons, Ivoiriens d'abord, ce n'est pas un concept qui est mauvais. C'est un concept qu'il faut tout simplement recadrer et puis voir s'ils ne sont pas les Ouattara qui sont derrière. Alors s'ils ne sont pas derrière, que ce sont des Ivoiriens, donc il n'y a pas de problème. Il faut redistribuer la richesse des Ivoiriens aux Ivoiriens avant d'y aller ailleurs. Merci à tout le monde que la Côte d'Ivoire soit en 2020 ou avec les Ivoiriens rassemblés autour des valeurs de la démocratie, avec la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Dioukouté. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diaby, et merci pour tout ce que vous faites pour nos frères qui sont là-bas à La Haye. J'espère que vous transmettrez notre bonjour au ministre Charles Blé-Goudé ainsi qu'au président Laurent Gbagbo, et nous espérons vous avoir, que ce soit vous ou un des responsables, d'autres responsables du COGEP, nous espérons vous avoir de temps en temps à nos débats. C'est tous les dimanches sur Radio PDCI RDA. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir et merci beaucoup pour les informations que vous nous avez apportées. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur Eddy, votre conclusion, et encore une fois, merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, nous vous écoutons pour votre conclusion. Merci. J'irai à bullet point très rapidement. Premièrement, merci à Radio PDCI pour la plage offerte encore une fois au comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas à mon nom, je parle au nom donc de ce comité-là. Deuxièmement, je voulais dire au camarade Adrien Babé que l'appel lancé par le PDCI, nous l'avons entendu et donc nous allons travailler en ce sens. Troisièmement, je voudrais dans mon mot de fin dire qu'il n'y a pas d'alternative à la réflexion théorique, à la réflexion philosophique, d'où l'intérêt pour nous de toujours participer à ce genre de débat, sauf que pour l'instant, nous n'avons pas au niveau du casier accepté ou bien trouvé idoine de participer à un quelconque débat organisé par tout ce qui peut être proche du RDR, simplement parce qu'il n'y a pas d'acte posé sur le terrain qui puisse nous permettre de pouvoir le faire. Et dernièrement, à tous les amis auditeurs, comme je le dis à mes étudiants, si aujourd'hui le docteur Eddy n'a pas été à la hauteur, tout le monde connaît cette formule,
Je vous en prie, ne me rejetez pas. Donnez-moi encore une autre chance la prochaine fois et je tâcherai d'être à la hauteur. Je vous remercie. Merci, Dr. Eddy. Merci. En tout cas, c'était un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir. Et comme d'habitude, vous êtes toujours à la hauteur. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Transmettez notre bonjour à tous les frères du CACI, avec qui nous avons eu beaucoup de contacts et de relations lors des différents événements que nous avons organisés ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Dr. Eddy. Alors, Monsieur Charles-Adrien Vabé, du PDCI-RDA. Alors, maintenant, vous revient comme d'habitude de conclure ce débat. Merci encore d'avoir été avec nous. Allez-y, Monsieur Vabé, s'il vous plaît. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'on a commencé, on a fait l'introduction par l'annonce du décès de M. Bossio. C'est vrai que c'est quand même une personnalité quand même très importante que la Côte d'Ivoire vient de perdre, il faut le dire. C'est quand même quelqu'un qui a géré un gros budget, 10 milliards par jour que le port rapportait. Mais ce qu'on avait vraiment du mal à comprendre, c'est que, bon, à la fin, Babo Laurent avec lui, en fin de compte, c'est vrai que ça ne nous regarde pas, mais on souhaiterait quand même que ceux, en fin de compte, qui ont partagé les idéaux, leur idéal, ou bien la manière de penser à la refondation, se mettre ensemble, ils trouvent franchement un très bon premier, mais malheureusement, il est parti avant que cela se réalise. Mais je souhaiterais quand même que le président Babo Laurent des Applaudissements comprenne que, quel que soit le bicéphalisme franchement qui existe entre ses frères, parce qu'il faut le dire, la fille, il faut qu'il commence à comprendre que, vous voyez, la mort a frappé d'un côté, ça peut frapper partout. Il est important de se mettre ensemble, franchement, pour récupérer notre pays. Au cours de ce débat, nous avons écouté, nous avons échangé, nous avons compris que nous avons parlé de l'ivoirité. Cette ivoirité est un concept qui n'a pas été inventé par le président Bédié, mais qui a été mal expliqué par le président Bédié, parce qu'à cette époque, il faut rappeler bien, que le président Bédié avait comme homme de communication un journaliste qui est un métier, mais la communication, c'est un art, parce qu'il faut le dire aussi. Et il n'a pas pu expliquer. On a vu aussi que l'opposition a pris ça et a fait de ça son chou gras, et ça a renversé progressivement la vapeur envers le président Bédié. Et au fil du temps, on a vu ce qui s'est donné. Il y a ce qu'on appelle des groupes d'individus, d'ethnies, du tribalisme en fin de compte s'est accentué. Et en 2002 jusqu'en 2011, la consécration réellement de ce tribalisme qui s'est accentué a causé la mort de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara, franchement, prenne les rênes de ce pouvoir. C'est vrai, l'histoire est têtue, comme on le dit. Le PDC a décidé clairement de revenir, bien sûr, à l'esprit purement politique. C'est d'expliquer en long et en large le but, le fonctionnement, la devise, je crois bien, de cette politique. Politique, en fin de compte, qui permettra à tout un chacun de se remettre ensemble, le bon vivre, le partage, en fin de compte, des richesses nationales, l'équilibre, en fin de compte, de la nation, défendre l'intérêt supérieur de la nation, l'Ivoirien d'abord. Et ça, il faut qu'on le dise. Dans tous les pays du monde, on favorise plus l'Ivoirien avant l'étranger. Maintenant, on n'a rien contre les étrangers. Au contraire, on souhaite quand même qu'ils soient à l'intérieur. On peut devenir ivoirien par nationalité, par naissance, mais il faut respecter bien sûr les lois de ce pays. C'est pourquoi le président Bédié lance un appel. Et ça, franchement, je lance aussi cet appel. Et je salue franchement la bravoure de ce président qui est sans rancœur par rapport bien sûr à ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est jamais rentré dans le ghetto à Daokourou, franchement, pour prendre les armes, pour combattre, je crois bien, ceux-là même qui l'ont fait tomber. Il demande bien sûr à tout le monde, à toute la population. Il demande encore à tous les partis, bicéphalistes même qui existent dans le camp d'Aboudraman Sangaré, de rejoindre par exemple le PDCI, pour qu'ensemble, le COGEP a déjà compris l'appel. C'est pourquoi je salue aussi mon frère Diaby, que lui-même, on a pour habitude de se voir, nous parlons ensemble. Nous avons élaboré une stratégie de travail et nous sommes en harmonie, il faut le dire. De se mettre ensemble pour 2020. 2020 sera vraiment très différent de 2018. C'est rien qu'un petit aperçu, mais vous allez voir en 2020 ce qui va réellement se passer. La Côte d'Ivoire doit revenir, bien sûr, aux Ivoiriens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Charles-Adrien Vabé, directeur de la communication du PDCI-RDA au niveau de la France. Alors, chers amis auditeurs sur Radio PDCI-RDA. Je suis le directeur de la communication de Presse La Région. Je suis aussi patron du journal Presse Opinion et je suis consultant de stratégie expert en communication. Je pense que ce sont des titres quand même qu'il faut dire. Dieu m'a fait grâce et je souhaiterais quand même que le monde entier, en fin de compte, le sache. Bien sûr, M. Vabé. Très important. Merci de nous le rappeler. Alors, c'est un plaisir de vous avoir, chers invités, ce soir. À tous nos amis qui sont en ligne, j'aimerais vous dire merci. Merci de nous avoir suivis.
et rassurer un peu tout le monde. Hein. Radio PDCRDA ne faiblira pas. Il n'est pas question pour nous de faiblir. Nous savons que nous sommes victimes, et non seulement nous, beaucoup d'autres Ivoiriens avec nous, qui sont militants du PDCRDA, qui soient militants pro Soro ou militants du FPI. Nous sommes victimes de tentatives d'intimidation, mais cela ne restera qu'au stade de tentative. Nous ne pouvons être intimidés parce que ce que nous le faisons pour notre pays, pour nous-mêmes, c'est vrai, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Et il n'est pas question que nous nous laissions intimider par qui que ce soit. Et j'aimerais dire aussi aux autres frères ivoiriens que le RDR, pour arriver au pouvoir, a vécu aussi beaucoup de choses. Et ils ont été tenaces, ils se sont battus, ils ont combattu et ils sont arrivés là où ils sont. Alors, il ne s'agit pas de nous comporter comme des femelles et d'attendre, d'espérer que le RDR nous caresse dans le sens du poil. C'est un combat et le combat, nous le remporterons, mais il faut que nous sachions que ce combat sera rude et il faut que nous soyons prêts à tous les niveaux. J'espère que tous ici, nous arriverons tous ensemble, sains et saufs, au moment du combat, enfin au moment de la victoire, mais je remets la vie de chacun de nous entre les mains de Dieu. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis Emmanuel Katina et je m'engage à œuvrer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Ne partez pas, pour ceux qui sont encore avec nous, vous pouvez, si vous voulez rester en ligne, nous avons une invitée qui va nous entretenir pendant quelques minutes sur un programme qu'il a, très rapidement. Il s'agit du docteur Bamba. Pour nos invités, vous pouvez retirer si vous le voulez bien. Docteur Bamba, bonsoir. Oui, salut, monsieur Emmanuel Katina. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, en quelques minutes, voilà, j'espère que tu m'entends bien. Oui, nous entendons bien. Alors, parlez-nous de votre programme et vous avez nos auditeurs qui sont en ligne. Vous avez la parole. C'est ça. Voilà, merci pour l'opportunité. Et donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas la politique, c'est plutôt, n'est-ce pas, une information, une info publicité. Je vais donner mes contacts à la fin, n'est-ce pas, de mon exposé. Et si M. Katina, tu as des questions, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Si d'aventure, certains de vos auditeurs auraient des questions à propos, n'est-ce pas, de ce programme, de loterie du carte verte, bien Green Card Lottery, je suis bel et bien disponible pour répondre à ces questions-là. Alors, comme promu, comme promis plus tôt, M. Katina, la radio PDC RDA, pour cette occasion, n'est-ce pas, aura 20%, n'est-ce pas, de commission pour chaque postulant, n'est-ce pas, qui nous contacte. Non, docteur Bamba, je vous ai dit que la commission, c'est vraiment pas le point le plus important. C'est pas important. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Radio PDC RDA a une commission. Nous vous écoutons. Voilà. Donc, c'était une proposition, mais si, n'est-ce pas, le concerné lui-même dit non, que c'est pas essentiel ou bien c'est pas important, il n'y a pas de problème. Alors, l'historique, n'est-ce pas, de ce programme-là, qui est en cours actuellement, ça a été, n'est-ce pas, voté, il y a une loi qui a été votée, la loi, n'est-ce pas, de l'immigrant de 1990. Et après le vote de cette loi-là, en 1999, le programme de ce qu'on appelle le DV a commencé. DV, ça veut dire Diversity Visa. Et depuis lors, chaque année, ça a lieu. Et bien entendu, c'est une opportunité pour les pays qui sont qualifiés, les citoyens des pays qui sont qualifiés, pour, n'est-ce pas, s'ils ont la chance, lorsqu'ils jouent, qu'ils gagnent, bien entendu, de venir ici aux États-Unis avec une carte verte, qu'on appelle Green Card. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement américain accorde 50 000 visas par an. Et il faut dire aussi que c'est un programme qui est très, 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 très populaire dans la mesure où environ 20 millions de personnes jouent le programme, participent au programme chaque année. Et il y a 50 000 visas qui sont octroyés. Et il faut dire que
Il y a le président Trump, Donald Trump, qui a tenté de supprimer ce programme-là, mais malheureusement, il n'a pas pu le supprimer. Donc, pour ceux qui avaient, disons, peut-être eu des que le programme n'existe plus, qu'ils se détrompent, le programme existe bel et bien. Ça a commencé le 3 octobre et ça finit le 7 novembre. Donc, actuellement, nous sommes environ, je crois, jour J-9. Il faut dire que ce ne sont pas tous les pays qui sont qualifiés. Dans le contexte africain, ou bien dans un contexte africain, le Nigeria est le seul pays qui n'est pas qualifié. À travers le monde, il y a des pays comme le Haïti, le Bangladesh, la Chine, les autres, qui ne sont pas qualifiés. Donc, ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous sommes qualifiés à participer à ce programme-là. Mais même si le pays est qualifié, les citoyens doivent remplir un certain nombre de conditionnalités, un certain nombre d'exigences, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer. Et essentiellement, il faut soit avoir au moins le bac ou bien un diplôme équivalent. Et si on n'a pas ça, le gouvernement américain dit, bon, c'est pas grave, si tu n'as pas au moins le bac ou bien un diplôme équivalent, il y a encore une autre alternative. Il faut être quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un métier. Mais ce n'est pas tout. Il faut que le métier demande, ou bien ce métier-là doit exiger à ce qu'il soit appris pendant au moins 2 ans. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on ait fini d'apprendre ce métier et qu'on a au moins 5 ans d'expérience. Voilà les premières exigences, n'est-ce pas, du jeu. Et ensuite, lorsqu'on a accompli un peu cela, lorsqu'on a soit le bac, soit soit quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un métier, le gouvernement vous dit, bon, écoutez, il faut nous donner le nom, le prénom, l'adresse physique, la date de naissance, le lieu de naissance, une adresse email ou bien courriel et une photo loterie. Il faut insister sur ça. C'est très, très important d'insister sur la photo loterie quand on va chez le photographe. Puis ceux qui vont me contacter, je vais leur donner des contacts à Abidjan, n'est-ce pas, où ils peuvent aller prendre exactement la photo loterie. Parce que si ce n'est pas une photo loterie, ça c'est un motif de disqualification. C'est très important. Voici pourquoi que vous venez jouer avec Dr Bamba ou bien que vous ayez ailleurs, assurez-vous que votre agent de loterie est une personne de confiance. Parce que lorsque la personne n'est pas une personne de confiance, elle ne va pas vous expliquer toutes ces conditionnalités-là. Il y a au moins 12 motifs de disqualification à ce programme. Donc voilà, Twitter et LinkedIn, voilà. Merci, Dr Bamba. Alors, sans embâche pour ce soir, c'est terminé. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis depuis Radio Jacques Courrier Show et qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre débat. Merci et bonsoir chez vous.